Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Dans l'actualité de ce mardi, nous mangerons du kilichi. Cette très fine escalope de viande séchée, marinée, encore séchée et enfin grillée au feu de bois est une spécialité que l'on trouve au Niger, au Tchad et au Cameroun principalement. Et notre carton rouge au poids lourd qui ne respecte pas la réglementation. Il est interdit à ces engins roulants qui pèsent plus de 10 tonnes de circuler à certaines heures à Abidjan, mais force est de constater qu'ils sont nombreux, les réfractaires à la mesure. Voilà pour le programme. Très heureux de vous retrouver. Ouvrons ce journal avec cette spécialité nigérienne dont nous vous parlions à l'instant, le kilichi, cette fine lanière, cette escalope de viande que l'on trouve généralement au Niger, au Tchad et au Cameroun également. Mais notre reporter Bintou Pekele, qui séjourne à Niamey, nous en fait goûter ce soir. Reportage. Le temps pour nous, justement, de vous montrer justement ce reportage. Allez, c'est parti. Abattoir de Niamey, capitale du Niger, mais aussi capitale du kilichi. Une spécialité nigérienne qui réjouit les palais. Pour faire le kilichi, il faut de la viande fraîche, l'ingrédient principal. Et toutes les parties de la viande ne sont pas adaptées. Le choix de la bonne part est capital. Les filets, la partie de derrière, c'est ça qu'on coupe pour faire le kilichi. Direction chez Abdul Karim Zabirou, à la sortie de la ville. L'homme est spécialiste du kilichi. Depuis 30 ans, il en fait son affaire. On enlève tout ce qui est dur. On cherche juste le filet. On enlève les tendons, tout ce qui est veine. Et on laisse que la chair. Un couteau bien aiguisé. Et on essaie de mettre ça très très fin. Très fin, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et dans une propriété. Une fois que c'est ainsi, ça facilite le séchage. Ça sèche vite. Et là, la consommation aussi, c'est facile et c'est tendre. Une affaire qui prend d'autres formes avec Zabirou. Il expérimente le kilichi à base de volaille, de chameau et de mouton. Aujourd'hui, en plus du bœuf, il nous offre du kilichi de poisson et la technique est la même. Les arêtes, ici, il s'agit de poisson. Et toutes ces parties tranchées sont séchées sur le toit pour 3 jours. Ici, un espace est aménagé pour cette étape cruciale du kilichi. Après 40 minutes, on renverse. Et 20 minutes plus tard, ça fait à peu près 1 heure de temps, se sèche, on enlève pour mettre un autre lot. Une fois qu'on a fait ce séchage d'1 heure de temps, on stocke ici. Le demain, encore, on refait le même processus parce que le séchage prend 3 jours. Ça fait 36 ans que je fais cette activité et maintenant je constate que plus je vais en hauteur, plus le séchage est mieux, plus facile, plus c'est propre. Nous sommes en pleine saison pluvieuse au Niger. Il fait 39 degrés, une température peu favorable pour le séchage du kilichi. Mais après 3 jours de séchage, loin des dieux de la pluie, le chef cuisinier Zabirou passe à l'assaisonnement. Avec l'expérience, il propose du kilichi avec 4 différents goûts. Piment léger, pimenté indien, pimenté rouge. Ce n'est qu'à ce moment que la viande est mise au feu, soit au four, soit au feu de bois. Un feu doux, de l'attention, de la mesure, du temps. Exactement 3 minutes pour renforcer le séchage et le goût. Donc il faut se concentrer à cette étape, voir comment la cuisson ça se fait. On tourne, pas seulement un côté. Juste à quelques secondes, tu tournes, à quelques secondes, jusqu'à à peu près 3 minutes. Et on prépare pour l'emballage. Avec l'hivernage, il faut mettre un peu plus d'huile et mettre plus de sérieux, plus de temps que pendant la saison sèche. Si c'est en période sèche, c'est rapide.
Le kilichi est maintenant prêt pour la commercialisation dans le centre-ville de Niamey. Le vieux routier du kilichi vend en gros et en détail, de jour comme de nuit, pour l'exportation, mais aussi pour la consommation locale. Et quand il fait nuit dans la capitale nigérienne, le kilichi est vendu comme la ticket au poisson braisé à Abidjan. La rue est bondée de box de vente de kilichi, 24 heures sur 24. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. J'ai payé pour 3 000. On utilise ça pour vraiment conserver à longue date. Donc je viens de faire 8 sachets, ça fait à peu près 16 000. Je suis en train de voyager au Nigeria, donc je voudrais apporter ça à mes amis et parents qui sont là-bas. Donc ça fait partie de notre tradition, c'est unique au Niger. Les vendeurs se frottent les mains. Grand emballage pour 5 000, 6 000, 7 000, 10 000, 15 000, juste en bas. Il y a un petit emballage pour 2 000, 2 500, 3 000. Un produit là, quand il a marché beaucoup, il y avait 800 000, 700 000. Quand il n'a pas marché, il y avait 200 000, 300 000. Tout comme les consommateurs qui savourent cette spécialité nigérienne partout dans le monde. Voilà, merci beaucoup Bintou Pekele. Les tenues traditionnelles ivoiriennes valorisées lors de la 7e édition du Tiendang Festival. Cette activité culturelle s'est tenue à Bomizambo, un village situé sur l'axe Yamoussoukro-Tiebissou, au centre du pays. Tenues traditionnelles dans nos sociétés secrètes et religions africaines. Voilà le thème de ce festival. Asita Sogodogo, Afisiata Karamoko. Tribu Bomi, située sur l'axe Yamoussoukro-Tiebissou. Ici, tisser le pagne traditionnel Kita ou pagne baoulé est l'activité principale des populations. Direction au Tiendang Festival. Ambiance gastronomique, exposition d'accessoires et de vêtements confectionnés avec des pagnes traditionnelles de diverses régions de la Côte d'Ivoire. À ce festival, Kwaku, jeune tisserand, a déplacé sa chaîne de tissage de pagnes traditionnelles. Sous sa supervision, ses collaborateurs travaillent sans relâche. Kwaku nous donne ici les détails des différentes étapes de la réalisation du pagne baoulé. La production du pagne se fait en 6 étapes. La matière première qui est le fil. Alors, on va construire ce qu'on appelle le bâti, c'est-à-dire 4 piliers avec des supports. On va maintenant songer à réunir tout ce qu'il y a comme éléments nécessaires qui va rentrer dans le métier à tisser, c'est-à-dire la paire de lisse, le peigne à tisser et puis la navette. Lorsque vous avez cela, vous passez maintenant à la préparation du fil. Parce que tisser consiste à entrelacer fil de chaîne et fil de trame. On va former la chaîne d'abord. Vous formez la chaîne, vous travaillez la chaîne. Lorsque la chaîne est travaillée, on forme la trame. Et lorsque la trame est finie, nous avons dans ce sens fini de préparer le fil. On va maintenant préparer le tissage. La préparation du tissage consiste à faire passer le fil dans la paire de lisse. On va installer maintenant sur l'atelier et produire les bandes. On produit les bandes. Lorsque les bandes sont produites, on va les associer. C'est ce qu'on peut appeler dans d'autres termes la couture ou l'assemblage des bandes. On assemble les bandes et on a le pagne à la 7e étape. Pour l'initiateur de ce festival et le président des jeunes de Bomizambo, valoriser la tradition, surtout le pagne traditionnel baoulé, est l'objectif majeur de ce festival. C'est de vraiment demander aux acheteurs de venir acheter le pagne traditionnel baoulé dans le peuple Bomi. Parce que c'est avec le pagne traditionnel, surtout baoulé, que nos parents ont pu scolariser nos frères. Nous n'avons pas d'autres activités à part le pagne traditionnel baoulé. Dans un premier temps, c'est une raison économique. Dans un deuxième temps, c'est parce que nous avons eu envie de promouvoir la culture et les pratiques traditionnelles africaines et spécifiquement baoulé. Et le port du pagne traditionnel est une façon d'affirmer notre identité culturelle, d'affirmer nos habitudes traditionnelles. Tenue traditionnelle dans nos sociétés secrètes et religions africaines, c'est le thème retenu pour cette 7e édition du festival Tiendang de Bomizambo et Condé Yaoukro. Un mot de culture qui en appelle un autre. Le festival Yaou 15 août a refermé ses portes ce lundi
Après 6 années d'existence, le festival a enfin atteint son objectif principal, réconcilier les habitants de la ville de Yahou dans le sud Comoé, divisés depuis bientôt 10 ans. Autour de la culture, ces frères et sœurs qui se regardaient en chiens de faïence chantent désormais ensemble les vertus de l'amour et de la cohésion sociale. Afficiata Karamoko. C'est un festival qui réunit toutes les couches sociales et les différentes générations de la ville de Yahou depuis bientôt 6 ans. En dehors du divertissement, l'objectif du festival Yahou 15 août pourrait bien vous surprendre. L'idée de ce festival, c'était d'unifier le village qui était divisé pour des raisons de chefferie, qui a duré 10 ans. Et aujourd'hui, l'unité est là. Et ce festival a œuvré à cela. Le festival Yahou 15 août s'est imposé dans les habitudes des jeunes. C'est un rendez-vous annuel qui favorise de grandes retrouvailles. Vous savez, souvent, il y a des jeunes qui sont ailleurs par rapport au travail. Les activités ne permettent pas qu'ils soient ici parmi nous. Mais 15 août encore permet à ce que la jeunesse, même les abourés, puissent se retrouver en famille. Dans cette famille, la tradition est respectée. Les femmes s'activent à la cuisine. Tous les bons mets du peuple abouré sont au menu. C'est comme un janvier chez nous ici, à Yahou. Il y a du foutou, de la sauce graine, bêta, tout. Dans toutes les concessions, l'on célèbre la paix retrouvée. Les doyens du village le matérialisent par des actes de fraternité. J'ai profité de faire un petit mets pour mes invités. Donc actuellement, j'attends le commissaire de police et mon cadet. Je suis l'aîné, donc le cadet, c'est lui qui est le quartier de Begueri. Donc je les attends pour qu'ils viennent et on partage ce repas. À Yahou, tous les 15 août, de nombreux touristes arrivent pour découvrir la culture du peuple abouré. Ce qui nous envoie ici, là, c'est le fait que ça soit un programme qui contribue à une cohésion des communautés. Et donc, ça, c'est très séduisant et c'est très encourageant. Vous aimez toutes ces danses, tout ce folklore qui est vraiment extra, quoi, qui est typique africain et qui, pour une Française comme moi, ça a été vraiment une première. L'histoire retiendra que c'est la culture qui a réconcilié les fils et filles d'un village divisé depuis plus de 10 ans. Symbole de la cohésion retrouvée, le son du tambour. Nous rejetons totalement et sans réserve les résultats de l'élection présidentielle. Ces mots de Raila Odinga, le leader de l'opposition kenyane et annoncé perdant de la dernière élection présidentielle. Il déclare que les chiffres annoncés lundi sont nuls et non avenus. Pour rappel, le leader de l'opposition de longue date, âgé de 77 ans, se présentait à l'élection présidentielle pour la 5e fois. Selon les chiffres de la commission électorale, Raila Odinga a obtenu 6,94 millions de votes, soit 48,85%. Et son adversaire, William Ruto, vainqueur de l'élection, cumule plus de 7,17 millions de votes, soit 50,49% des voix. Les deux favoris de la présidentielle brésilienne, Lula et Jair Bolsonaro, ont lancé officiellement ce mardi leur campagne. Chacun a tenu à faire son premier meeting dans des lieux qui ont profondément marqué sa carrière politique. Allez, place à présent à notre rubrique du jour. Mais quelle fâcheuse situation que cette entrave des poids lourds à la mesure d'interdiction de circuler à certaines heures dans la capitale. L'arrêté du ministère des Transports en 2019 se veut pourtant clair. Les véhicules poids lourds dont le poids total à charge excède 10 tonnes sont interdits de circuler sur toute l'étendue de la ville d'Abidjan tous les jours ouvrables, le matin de 6h à 9h et dans l'après-midi de 17h à 21h. Une mesure prise pour lutter contre la recrudescence des accidents mortels de la voie publique. Le non-respect de cet arrêté ministériel n'est pas du goût de Yacouba Koulibaly et Pargasso Rokone des Madongui. Le mouvement des véhicules poids lourds dans le district autonome d'Abidjan reste soumis au respect de plages horaires. Une décision qui émane d'une loi stipulée par l'arrêté numéro 02-10 du 20 juillet 2005 portant instruction de plage horaire pour la circulation des véhicules poids lourds dans la ville d'Abidjan. Tous les jours ouvrables, le matin de 6h à 9h et dans l'après-midi de 17h à 21h. Une loi rentrée en vigueur depuis le samedi 28 décembre 2019. Il est 14h30. Sur le long du boulevard Valéry Giscard d'Estaing, VGE, à 500 mètres du carrefour Aquaba de Port-Boué,
en provenance de Koumassi. 2 véhicules personnels se sont heurtés. En cause, ce gros camion supportant plus de 10 tonnes de marchandises. Cet accident suscite des réactions. Certains riverains, indignés et mécontents, critiquent l'indiscipline et l'incivisme des conducteurs des poids lourds. L'appel que je peux donner, d'abord respecter le code de la route. La première des choses, il faut modérer l'excès de vitesse. Et aussi, faire attention aux piétons. Hein. Les gros camions qui ne respectent pas, on a la sanction contre eux pour éviter les accidents. Pour d'autres usagers de la route, les responsabilités sont partagées. La responsabilité revient aux forces de l'ordre. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités pour pouvoir remédier à ce problème. Le fait qu'ils respectent les horaires, selon moi, ça dépend du pouvoir public. Voilà, simplement. Il faut les faire appliquer la loi selon la loi. C'est la force publique qui doit faire respecter la loi. Après Koumassi, cap est mis sur la commune du Plateau. Sur le long de la voie qui mène vers l'Indénié, un autre accident. Un poids lourd encore impliqué. La circulation paralysée. Sur l'autoroute du Nord et la voie express à Djamé-Abobo, aucun cas d'accident signalé. Cependant, les gros engins roulent à vive allure. Des conducteurs se plaignent des dépassements brutaux. Des feux tricolores pas respectés. Une image inacceptable selon certains piétons. Il faut beaucoup mettre l'accent sur l'éducation des codes de la route parce qu'il y a vraiment beaucoup qui roulent les véhicules à poids lourds sans toutefois connaître le code de la route. On s'en souvient encore du tragique accident sur l'axe Biabo-Alepé qui a fait plus d'une vingtaine de victimes. Un événement malheureux causé par un engin poids lourd. Bon, j'étais au garage, je suis venu tester ma voiture et je venais. Quand j'ai vu de loin la conduite du chauffeur du gros camion, je me suis avancé. Qui sentait que le pneu arrière chassait. Je me suis dévancé. Quand je l'ai laissé, à peine je l'ai laissé, et puis attendez, il y a un gros bruit derrière moi. Donc j'ai garé, je suis revenu sur mes pas. Que je suis revenu rapidement, j'étais là sur le lieu, mais tu ne pouvais pas. Le coin était tellement rempli de gens morts partout. Nous rencontrons plusieurs cas d'accidents ici, très graves. Voilà, donc nous demandons à l'État de vraiment penser à faire des dos d'âne sur cette voie-là. Sensibiliser les conducteurs de poids lourds, de rouler un peu moins. Face à l'incivisme routier qui menace parfois la vie des populations, la loi est sans équivoque. Il était nécessaire que cette activité soit réglementée, cette activité soit cadrée. D'où la nécessité de la loi qui vient réglementer un peu ces différentes circulations. En plus de ces interdictions, il y a des limites de vitesse qui sont admises. Ces véhicules-là ne doivent pas aller au-delà des 30 km/h entre Abobo, Djamé et Jesco. Parce que sur ce tronçon, il y a eu beaucoup de problèmes. Et vous savez aussi qu'en ce qui concerne Yamoussoukro, ces véhicules-là doivent utiliser des voies de contournement pour éviter, pour ne pas être un frein à cette fluidité-là. En plus de ça, quoique la loi réglemente cette circulation, mais il y a des exceptions. Les véhicules qui transportent les hydrocarbures, les véhicules qui transportent les gaz butane font exception à cette règle-là. Retenons que la vie des usagers sur les routes est sérieusement mise en danger par le comportement irresponsable de certains conducteurs de poids lourds. C'est pourquoi la rédaction de RTI2 donne un carton rouge aux conducteurs des véhicules de poids lourds pour leur insouciance et leur manque de professionnalisme. Carton rouge également à l'Office de sécurité routière OSER qui ne doit cesser d'amplifier la sensibilisation afin de garantir la sécurité des usagers. Carton rouge aux forces de l'ordre pour leur laxisme. Enfin, carton rouge au ministère des Transports qui en réalité devait assurer le suivi. Vivement qu'une solution soit trouvée à cette situation qui ne cesse d'endeuiller de nombreuses familles. C'est avec cette sanction que nous réformons cette édition. Merci aux équipes techniques de rédaction. Merci de nous avoir suivis à Ebukron d'Akro, à Samoukro et à Yaou. C'est dans le département d'Aboisseau, au sud-est du pays. Excellente soirée. À très vite.